Chapitre 39. La femme comme mère et la femme comme amante. On a dit que métaphysiquement, le masculin est dans le domaine de la manifestation et de la nature le corrélat complémentaire du féminin, mais aussi qu'il reflète le caractère de ce qui est antérieur et supérieur à la dyade. Sur le plan humain, il en dérive que si tous les rapports fondés sur la dyade ont pour la femme un caractère essentiel et épuisent la loi naturelle de son être, ce n'est pas le cas pour l'homme, en tant qu'il est vraiment homme. Ces rapports sont les rapports sexuels au sens strict et les rapports de mère à fils. Dans toute civilisation supérieure, l'homme n'a pas été considéré avec raison comme vraiment homme tant qu'il subit ce double lien, le lien de la mère et le lien de la femme, épuisant ainsi dans la sphère qui y correspond le sens de sa propre existence. On a rappelé que dans les rites de passage ou de la puberté, chez les peuples primitifs, la consécration de la virilité et l'entrée dans une société d'hommes se présentaient comme un dépassement de cette sphère naturaliste. La Rachel biblique affirme, ouvrez les guillemets, « Donne-moi un fils, sinon je meurs ». Fermez les guillemets. Il y a des textes bouddhiques qui mettent en relief le caractère inexorable de la femme en ce qui concerne la maternité et la sexualité, dont elle n'est jamais rassasiée. Et non tant comme personne, qu'en raison d'une exigence métaphysique. La femme tendra toujours à ramener l'homme sous le joug de l'une ou de l'autre. Au sujet de la sexualité, Weininger a raison de caractériser l'homme et la femme en disant que la femme absolue n'est que sexualité, l'homme véritable étant sexuel et quelque chose d'autre en plus. Et l'on peut être d'accord avec lui pour reconnaître la profonde signification symbolique du fait anatomique et somatique suivant. Alors que les organes sexuels de l'homme apparaissent comme quelque chose de circonscrit, de détaché, presque d'ajouté de l'extérieur au reste du corps, ils résident chez la femme dans la profondeur de sa chair la plus intime. C'est précisément parce qu'il existe en lui une certaine distance par rapport à la sexualité que l'homme en sait quelque chose. La femme peut n'être pas consciente de la sexualité et la nier, du fait qu'elle n'est précisément que sexualité, qu'elle est la sexualité même. Une désignation hindoue de la femme la qualifie en effet de kamini, celle qui est faite de désir, ce qui équivaut à l'ancien adage occidental tota mulier sexus. Le caractère provoquant que présentent très souvent sans la moindre intention certaines jeunes filles innocentes et même certaines petites filles se rattache à tout cela. Il faut d'ailleurs souligner dans un contexte analogue l'existence chez n'importe quelle femme d'un narcissisme particulier et quasiment inconscient. C'est là sa façon de pressentir le potentiel de plaisir qu'elle peut représenter pour l'homme et de le savourer, en s'imaginant ce plaisir, même en dehors de toute relation sexuelle effective. C'est pourquoi Ellis voit juste lorsqu'il dit que la femme s'épanouit dans la sexualité et la maternité, faisant ainsi passer sa nature de la puissance à l'acte, mais que l'équivalent de cela n'est pas vrai pour l'homme. Nous ajouterons, sauf Sylvie, d'une manière ou d'une autre, les dimensions supérieures de l'expérience sexuelle. Sur le plan de l'orientation aphrodisienne, la conséquence pour l'homme peut être au contraire une certaine dévirilisation, même si l'on fait abstraction de l'aspect occulte dont nous parlerons plus loin. Sur le plan de l'orientation démétrienne enfin, on a remarqué que le désir obscur et puissant chez la femme d'être mère n'a pas pour pendant chez l'homme un besoin tout aussi élémentaire de procréer. Quand il existe, ce désir appartient chez l'homme à un plan différent, non plus naturaliste mais éthique. Idée de la continuation de la race, de la famille ou de la caste, etc. Typique du féminin cosmique est, nous l'avons vu, ce que les Grecs appelaient l'éthérité, à savoir la référence à l'autre, l'hétérocentrisme. Le masculin pur se caractérise en ce qu'il a en soi son principe, le féminin pur en ce qu'il a dans l'autre son principe. Sur le plan psychologique, on en voit clairement les conséquences dans la vie féminine courante. Celle-ci est presque toujours dénuée d'une valeur propre. Elle dépend d'autrui, soit pour tout ce qui est vanité, soit pour le besoin de la femme d'être reconnue, remarquée, adulée, admirée,
désirer. Cette tendance extravertie peut être associée à ce regard vers l'extérieur qui a été attribué sur le plan métaphysique à la Shakti. Et tout le complexe formé par la cour, la galanterie, le compliment, même insincère, serait inconcevable si l'on faisait abstraction de la base obligée, représentée précisément par ce trait congénital du psychisme féminin dont l'homme a dû tenir compte partout et toujours. La preuve que les valeurs de l'éthique féminine sont très différentes de celles de l'éthique masculine nous est confirmée, soit dit en passant, par le fait qu'une femme devrait mépriser l'homme se livrant à pareille adulation, souvent dans le seul but de jouir de son corps. Or, c'est le contraire qui se vérifie. Sur un plan moins frivole, les deux possibilités fondamentales de la nature féminine, correspondant l'une à l'archétype aphrodisien, l'autre à l'archétype démétrien, à savoir la femme comme amante et la femme comme mère, se définissent dans une perspective analogue. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de vouloir et d'obtenir une confirmation de soi par le biais d'autrui, par le biais de l'homme aimé pour l'amante, par le biais du fils pour la mère. Par là s'accomplit sur le plan profane, avant de se continuer dans une large mesure sur le plan sacral, l'être de la femme. Par là se précise déontologiquement sa loi et son éthique naturelle, dans le cadre de la tradition. C'est à Veninger, encore une fois, qu'on doit une description typologico-existentielle classique de ces deux possibilités fondamentales de la féminité. Seulement, comme tout ce que cet auteur dit sur la femme dans cette caractérisation également, il faut mettre de côté certaines déformations dérivant de son complexe misogyne inconscient d'origine puritaine. C'est en effet dans la prostitution que Veninger voit la possibilité féminine fondamentale opposée à la possibilité maternelle, ce qui finit par donner un sens péjoratif et dégradé à cette possibilité. En réalité, il s'agit au contraire du type pur de l'amante et de la vocation féminine qui y répond, la prostitution professionnelle n'entrant en question que de manière seconde et conditionnée, parce qu'elle peut aussi être imposée par certaines conditions de milieu, économique et sociale, sans correspondre à aucune disposition intérieure. Au mieux, on pourrait parler du type de l'éther antique ou oriental, c'est-à-dire de la femme dionysiaque. Qu'il existe entre la vocation vraiment aphrodisienne de la femme et l'attitude maternelle une opposition, un antagonisme, c'est une chose que tout homme véritable perçoit irrémédiablement. Dans leur fondement ontologique, les deux types opposés se rattachent aux deux principaux états de la materia prima, à son état pur, dynamiquement informe, et à son état de force-vie lié à une forme, orienté vers une forme, nourrissant une forme. Dès lors qu'on précise ce point, la caractérisation différentielle de Veninger s'avère exacte. C'est le rapport avec la procréation et le fils qui distingue les deux types opposés. Le type mère cherche l'homme en vue de l'enfant. Le type amante le cherche pour l'expérience érotique prise en elle-même, sous ses formes les plus basses, pour le plaisir, dans un cadre qui ne tient pas compte de la procréation et qui est désiré en soi et pour soi. C'est pourquoi le type maternel rentre spécifiquement dans l'ordre naturel. Si l'on se réfère au mythe biologique, on peut dire qu'il rentre dans la loi et les finalités de l'espèce, tandis que le type pur de l'amante sort d'une certaine façon de cet ordre. Symptôme significatif, la stérilité qu'on rencontre souvent dans le type pur de l'amante et de la prostituée. Et il s'agit moins ici d'un principe ami et affirmateur de la vie terrestre, physique, que d'un principe potentiellement ennemi de cette vie, dirons-nous, et ce en raison du contenu virtuellement transcendant propre au déploiement absolu de l'éros. Ainsi, pour choquant que cela puisse paraître du point de vue de la morale bourgeoise, ce n'est pas en tant que mère, mais en tant qu'amante que la femme naturellement, c'est-à-dire non en fonction d'une éthique, comme nous le verrons, mais en laissant simplement agir et en activant une disposition spontanée de son essence, peut s'approcher d'un domaine supérieur. Il y a toutefois une affirmation équivoque qu'il faut dissiper. Alors que le type maternel ferait dans l'étreinte l'expérience d'un renforcement de l'existence, la femme de type opposé connaîtrait le désir de se sentir détruite, écrasée et annulée par le plaisir. Cela est faux à un double point de vue.
En premier lieu parce que, comme nous l'avons montré de manière exhaustive, le délire mortel de l'amour en tant que désir de destruction et d'autodestruction dans l'extase est commun dans toute forme supérieure et intense de l'expérience érotique à l'homme et à la femme. En second lieu parce que cette disposition de l'amante ne concerne au mieux que les strates psychiques de surface, une disposition contraire se manifestant sur un plan plus profond en raison de la substance vierge ou durga de la femme aphrodisienne, comme nous l'expliquerons sous peu. Mais qu'il s'agisse du type de la mère ou bien du type de l'amante, ce qui est caractéristique chez la femme, c'est une angoisse existentielle plus grande que celle de l'autre sexe, l'horreur de la solitude, un sentiment de détresse quand il n'y a pas possession d'un homme. Les phénomènes sociaux et même économiques qui souvent semblent constituer le fondement de cette sensation ne sont en réalité que des circonstances favorables à son apparition, certes, mais non déterminantes. La racine la plus enfouie, c'est l'éthérité essentielle de la femme, le sentiment de la matière, de pénia, qui, sans l'autre, l'hétéros, sans la forme, n'est rien, si bien que laissée à elle-même, elle éprouve l'horreur du néant. Nous citerons une dernière fois Veninger, qui a raison de ramener un comportement fréquent de la femme dans l'étreinte à ce contenu métaphysique, ouvrez les guillemets. Le plus haut moment de la vie de la femme, celui où se manifeste son être originel en même temps que son désir originel, est le moment où elle accueille en elle la semence masculine. Elle serre alors l'homme dans ses bras et le presse contre elle. C'est là le plaisir suprême de la passivité. La matière en train de recevoir une forme, la tenant enfin et ne voulant plus s'en séparer. Fermez les guillemets. Mais la situation n'est pas différente chez la femme plus proche du type Durga lorsque, dans le même instant, au lieu d'embrasser l'homme, elle reste pratiquement immobile, son visage présentant les traits d'une extase ambiguë qui a quelque chose de l'indéfinissable sourire de certains Bouddhas et de certaines têtes khmères. C'est alors qu'elle prend quelque chose de plus que la semence matérielle, qu'elle absorbe la virya, la virilité magique, l'être de l'homme. Ici entre en jeu la qualité suçante, cette mort suçante qui vient de la femme dont a parlé Mérinck, et qui est liée à l'aspect occulte de toute étreinte charnelle ordinaire, aspect qui peut aussi trouver dans l'extériorité somatique et physiologique sa manifestation symbolique et son reflet. Au sujet d'un de ses personnages féminins, D'Annunzio a pu écrire, ouvrez les guillemets, comme si tout le corps de la femme avait emprunté la qualité d'une bouche suçante. Fermez les guillemets. Ce phénomène ne se vérifie pas sur le seul plan subtil au point qu'on est amené à voir dans la pratique érotique de la fellation, le geste qui exprime peut-être le plus d'essence ultime de la nature féminine. En réalité, les anciens avaient déjà reconnu une participation spéciale et active de la femme à l'étreinte, et Aristote parla de sa façon d'aspirer le fluide séminal. Reprise vers le milieu du siècle dernier par Fichte, cette théorie est aujourd'hui jugée exacte pour ce qui est de l'aspect physiologique par de nombreux auteurs. On admet l'existence de contractions rythmiques du vagin et de l'utérus qui font penser à une aspiration ou à une succion, à un automatisme spasmodique possédant un péristaltisme spécifique fondé sur des ondes toniques spéciales à rythme lent. Mais ce comportement somatique ne saurait être observé actuellement que dans les cas où la femme présente un degré élevé de sexualisation. Les anciens qui la considéraient comme un phénomène général avaient pourtant raison. On doit estimer en effet qu'il s'est produit au cours de l'histoire une espèce d'atrophie physiologique de ce qui pouvait correspondre chez la femme à une sexualisation complète, donc à une approximation maximale de la femme absolue. C'est ainsi que chez les femmes orientales, où le type ancien s'est mieux conservé, ce comportement physiologique dans l'étreinte est de nos jours encore pratiquement normal. Il dépend de potentialités physiologiques devenues rarissimes chez les européennes modernes, mais qui étaient vraisemblablement présentes chez les femmes de l'Antiquité occidentale. Et il s'agit là du symbole physique ou du reflet d'un contenu essentiel. L'assimilation suçante trouve sur ce plan des reflets physiques
une expression liminale dans un phénomène physiologique aujourd'hui encore mal expliqué. L'odeur de sperme qui émane parfois de la femme, loin de ses parties génitales, peu après l'étreinte, un poète, Arturo Onofri, n'a pas hésité à parler d'un sourire spermatique.